vous propose d'envisager le sujet guerre, hommes et environnement sous trois angles différents, mais en fait complémentaires. L'un, pourrait-on dire, c'est l'espèce de pseudo-guerre, en tout cas le combat. Guerre, sans doute le mot n'est pas totalement approprié, qu'ont mené les écologistes, disons, depuis le 19e siècle. Tout d'abord pour des questions de conservation, et puis finalement, d'une manière assez radicale, on y revient, merci beaucoup, on y revient aujourd'hui. J'envisagerais un deuxième angle, si vous voulez, pour décliner cette relation homme-guerre-environnement, c'est-à-dire la guerre que nous menons contre la nature. Alors, pourquoi on peut vraiment parler de guerre, en quelque sorte, contre la nature. Et puis, c'est une expression qu'on trouve sous la plume d'Osborne, Vogt, etc., dans les fins des années 40, début des années 50. Et puis enfin, m'interroger, j'imagine, sur ce qui occupe tout le monde, c'est-à-dire que, effectivement, compte tenu de la situation qui nous échoit, je rappellerai un certain nombre de menaces qui pèsent sur nous. Est-ce que, effectivement, l'idée de guerre, alors cette fois-ci au sens très classique, a un sens? Alors on verra que c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, passez-moi l'expression, mais on va être dans une telle panade que je ne suis même pas sûr qu'on ait, à tous les sens du terme, l'énergie de se faire la guerre. Enfin bon, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut défendre et je vais essayer de le faire. Alors, pour prendre la question, si vous voulez, le combat des écologistes qui, dans certaines mesures, pourrait quand même presque être comparé à une guerre. On pourrait le commencer par une affaire historiquement bien datée et qui, en fait, est la première grande défaite du combat des écologistes. Et je dirais que cette défaite-là, elle enferme dans l'œuf toutes les suivantes. Et finalement, la situation qui nous échoue aujourd'hui. Je pense à la dernière bataille de John Muir au début du XXe siècle, qui va se terminer en 1913, je crois. Je suis désolé, je n'ai pas vérifié mes notes avant de venir. J'ai additionné là les interventions, qui doit commencer vers 1909-1910. Et vous vous en souvenez, c'est une chose que vous connaissez. Et lui, il voulait interdire le fait de noyer une des vallées du Yosemite pour pouvoir alimenter en eau la ville de San Francisco. C'est le dernier grand combat de sa vie et qu'il va perdre. Alors il s'oppose à l'époque à Pinchot, qui n'est pas non plus un fou de la destruction de la nature. C'est la fameuse opposition qu'on fait entre préservationnisme et conservationnisme. Pinchot, lui, fait valoir des principes qui, en fait, sont très proches de ceux qu'on reprendra pour le développement durable, qui fait valoir une exploitation des ressources raisonnée, non destructrice, mais en privilégiant de façon très très claire des intérêts humains et des intérêts humains conçus alors à l'aune d'une civilisation industrielle. Déjà, c'est sans doute en ça que c'est problématique. Et là, c'est la première fois, d'une certaine manière, qu'il y a une sorte de conflit déclaré entre le souci de conservation et puis des enjeux proprement économiques et massifs. Et comme vous le savez, il va mourir peu de temps plus tard. Cela dit, Pinchot lui-même, après, va évoluer. Il interviendra encore dans les années 30, dans les instances administratives et près du pouvoir nord-américaine. Et d'une certaine manière, cette défaite-là, elle est en quelque sorte inscrite dans, je dirais presque dans les gènes de la civilisation qui est la nôtre. C'est-à-dire que tout au long, très rapidement, dès la fin du XVIIIe siècle, on va faire apparaître que la liberté, alors ça va commencer par le décret d'Allard, etc., sur la libération, sur la liberté professionnelle en quelque sorte, et puis ça va déboucher sur un droit qui consacre en fait comme droit humain fondamental les libertés de produire et de commercer. Et si l'on regarde le Conseil d'État en France aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, eh bien effectivement, la première des libertés, c'est celle-là. Et finalement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est celle à laquelle on a tous sacrifié. Et j'en voudrais pour exemple un texte que j'aime beaucoup citer, qui est l'article 3, alinéa 5
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce dernier alinéa de l'article 3 stipule de façon très très claire que toute mesure en faveur du climat qui nuirait au commerce international est à bannir. Donc c'est HHI. Absolument aucun changement. On est rigoureusement dans la même logique. Et c'est encore celle qu'on affirme aujourd'hui en mettant en avant, par exemple, la neutralité carbone par rapport à nos réductions en absolu. Donc c'est toujours la même histoire. Cette histoire, elle a un background très ancien, en fait. Quand je parlais des gènes de notre civilisation, eh bien, d'une certaine manière, même si effectivement l'idée qu'on se fait alors de l'économie est très lointaine de celle qu'on se fera petit à petit au cours du 19e siècle, mais le paradigme moderne, c'est la naissance de la science moderne à la fin du 16e et au début du 17e siècle, c'est une révision totale de notre conception de la nature et qui la réduit à un ensemble de particules mécaniques, matérielles, extérieures les unes aux autres, dotées évidemment d'aucune intériorité, d'aucune finalité, reliées par une loi, pensait-on, simple et unique, tout d'abord la loi du mouvement, Galilée, puis ensuite la gravitation universelle. Donc effectivement, si vous comprenez ainsi la nature, eh bien, ipso facto, comme Descartes va le dégager, les animaux sont nécessairement des machines, et on l'a pensé, non sans résistance. La résistance, elle était tout au long, mais en fait, à partir de la seconde moitié du 19e, on ne fait pas que la penser. On la pratique. Avec les traités de zootechnie, on transforme les animaux en machines. Et aujourd'hui, c'est le cas de l'élevage industriel. Donc en fait, si je conçois la nature simplement comme un agrégat de particules mécaniques, pour autant qu'on se perçoit comme possédant une intériorité, comme inséparable de la flèche du temps, etc., eh bien, les êtres humains vont se percevoir comme étant à l'extérieur de la nature. Et en fait, eh bien, c'est ce qui va faire la force du paradigme moderne, c'est qu'ainsi comprise, la conception nouvelle émergente de la nature semblait totalement recouvrer, ce qui à l'époque était encore important, à savoir l'héritage médiéval dans l'interprétation de la Genèse, où on avait privilégié Genèse 1, 26, 28, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous devons dominer les animaux, et nous dit un autre passage, en être craint. Bien, en être craint. Il y a donc un recouvrement parfait, si vous voulez, entre, eh bien, l'apport naissant de la science moderne. Alors c'est très étonnant que on l'ait accepté, c'était tellement contrefactuel. Et en plus, sur le plan, si vous voulez, de la preuve matérielle, bon, à l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire valoir? La précision des canons, puisque à partir du moment où on connaît leur angle, on sait où va aboutir l'obus. On a l'amélioration des systèmes d'échappement des montres, le pendule des horloges, et on va donc effectivement améliorer une technique qui remontait au XIIIe siècle. Mais c'était pas grand-chose de plus. La force, si vous voulez, de preuves matérielles, en fait, des connaissances nouvelles à l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, le progrès humain est nécessairement un arrachement à la nature. En fait, la nature, le donné naturel, est ce qui apparaît d'emblée comme n'ayant aucune valeur en soi. Comme ne valant que pour autant qu'il peut être exploiter, transformer, entrer dans un circuit économique, nourrir des activités économiques. Et donc on a le jeu entre la consommation et la consommation de ce fait-là. Donc en quelque sorte, dans les gènes de notre civilisation est inscrite la négation du donné naturel. Il doit disparaître, s'humaniser, se développer à tous les sens du terme, c'est nécessairement détruire le donné naturel. En la matière, on était relativement fort. Et je reviens à HHI, mais finalement, si on regarde le résultat en termes de paramètres globaux, hein, de la situation de l'environnement global, du système Terre aujourd'hui, ben écoutez, on a fait beaucoup mieux qu'HHI. Hein. C'est-à-dire que là, on a même fait des prouesses, puisqu'on a fini par changer la composition chimique de l'atmosphère,
comme vous le savez maintenant, on est entraîné dans un changement climatique. Quoi qu'on fasse, de toute façon, la planète, dans les décennies qui vont venir, sera moins facilement habitable qu'elle ne l'est encore. Et quand bien même on limiterait, alors limiter à 1,5 degrés, c'est franchement du flanc, puisqu'on est à 1,1 degré, et que de toute façon, le jour où les aérosols dus aux pollutions de l'Inde et de la Chine, pour des raisons de politique sanitaire, vont retomber, et comme c'est des aérosols qui ne montent pas très haut, qui ne vont évidemment pas jusque dans les hautes couches de l'atmosphère, qui retombent dans la journée même, donc c'est une pollution continue qui les maintient, mais toujours est-il que leur effet, semble-t-il, pas facile à chiffrer, mais ça tourne autour de 0,5 degrés. Donc le jour où les politiques sanitaires dans ces deux pays auront réussi, eh bien on aura 5 dixièmes de plus, et de façon relativement rapide. On est donc déjà au-delà des 1,6. Et puis, comme vous le savez, les températures d'aujourd'hui, grosso modo, c'est les émissions d'il y a 20 ans. Donc les émissions, enfin les températures dans 20 ans, nous en avons déjà décidé aujourd'hui. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, alors ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de marge, mais les marges que l'on a, c'est pour ne pas tellement s'éloigner des 2 degrés. Et ça ne va pas être une chose très simple. Donc en ce sens-là, nous avons noyé la vallée terrestre. Toute la Terre, en quelque sorte, hein, en passant par son atmosphère. Donc c'est un échec absolu de dizaines d'années de combats écologiques. Petit moment de pathos, j'avais récemment un ancien ministre qui a démissionné avec fracas, qui me disait, alors très pessimiste, tout ce pourquoi on s'est battu, tout ce en quoi on a cru, nous avons échoué. Nous avons perdu la guerre. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport aux objectifs de conservation d'un état de la planète Terre qui permettrait au genre humain de continuer à s'épanouir, nous avons perdu la bataille. Je vous rappelle que, alors Dieu merci on n'est pas là, mais imaginons par exemple que l'augmentation de la température moyenne excède les 3,5, et on est sur une trajectoire qui est plutôt de cet ordre-là, eh bien, vous avez de vastes régions au monde, en gros, sud de la péninsule arabique, arc indo-pakistanais, une grande partie de l'Inde, une partie de la Chine, où vous aurez à la fois des températures très élevées, type tropicales, avec un très fort taux d'humidité. Or, quand vous additionnez les deux, quand vous avez un très fort taux d'humidité avec une chaleur qui avoisine ou qui dépasse les 35 degrés, eh bien, les capacités de régulation thermique du corps humain sont saturées. En termes plus crus, on meurt. Donc, si on arrivait à ce degré de modification du système Terre, vous auriez de très vastes régions. Et là, franchement, les migrations de ces dernières années qui ont tant déstabilisé l'Europe, c'est peanuts. Hein, puisque là, c'est des régions où vivent plus d'1,5 milliard d'êtres humains. Je ne sais pas si on arrivera là, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, manifestement, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les littératures scientifiques. On a pendant très longtemps cru que finalement l'enrichissement de l'atmosphère en CO2, évidemment étant un fertilisant, allait faire que nos rendements agricoles dans les décennies à venir allaient plutôt s'améliorer. L'idée aujourd'hui est très affaiblie, enfin plus personne n'y croit. On voit bien que, au contraire, ce qui se profile, c'est plutôt une fragilisation notable de nos capacités de production alimentaire. La photosynthèse s'arrête entre 40 et 45 degrés, je crois pour toute plante confondue, j'espère que dans ce deux-là je dis pas une bêtise. Quand on monte dans les degrés, dans les 30 degrés du côté des céréales, c'est pas génial. La photosynthèse se ralentit et on le voit avec la baisse des rendements chaque fois qu'on a des vagues de chaleur associées à une vague de sécheresse. Donc on a là un autre paramètre extrêmement important
de la fragilisation de nos conditions de vie. On n'échappera pas en partie, seulement on peut encore éviter une planète chaude, et Dieu merci, mais en fait on a une fenêtre d'action de 10 ans. Et comme vous le savez, cette fenêtre d'action, le jeu va être très difficile parce que d'un côté on a un seuil de mobilisation pour le climat qui augmente. Il a explosé à la fin de l'année 2018, il continue à exploser, il y a une mobilisation de plus en plus importante, mais en même temps, on a beaucoup alors pour dire vite, de gouvernements populistes ou de partis politiques populistes représentant une partie extrêmement importante de la population. Et comme vous le savez, le trait commun de tous ces populistes, c'est le climato-scepticisme. Quand ils ne sont pas platistes. Quand ils ne nous racontent pas que la Terre est plate. Alors, donc voilà l'ambiance effectivement dans laquelle il faut agir. Donc si on regarde ça, on voit bien que ce combat-là a été perdu. Maintenant, est-ce à dire pour autant que cette guerre contre la nature, et je reprends l'expression, je ne sais plus si c'est Osborne ou Vogt, mais enfin ils sont très proches, Osborne, hein. Osborne, est-ce qu'on peut gagner la guerre contre la nature ? Et effectivement, alors cette guerre contre la nature, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on la déploie bien finalement d'une façon, enfin, si vous voulez, jusque vers le déploiement de la civilisation industrielle, c'est-à-dire le moment où le recours à la vapeur devient vraiment quelque chose de tout à fait significatif, c'est-à-dire vers 1830-1840. Bon, on peut dire d'une certaine manière, la guerre contre la nature est plus un jeu de représentation qu'un jeu de réalité. Mais avec le développement de la civilisation industrielle et son essor, on va passer de la vision à la fabrication. Et finalement, on va considérer, dans les faits et dans le déploiement de l'industrie, les éléments naturels comme effectivement des éléments mécaniques à exploiter. Et donc on va, d'une certaine manière, transformer la nature au regard des représentations à partir desquelles on continue jusqu'alors à la penser. Mais me semble-t-il que de ce côté-là, il y a, on pourrait, pour montrer qu'on ne saurait gagner la guerre contre la nature, eh bien, on pourrait repartir de Clausewitz et dans l'art de la guerre, d'une des thèses principales de l'art de la guerre, à savoir que la stratégie défensive, pour autant qu'elle se pratique sur un territoire suffisamment grand, est par définition plus forte que la stratégie offensive. Tout simplement parce que plus vous pénétrez sur les terres de l'ennemi, plus vous devez disséminer vos propres forces, plus vos lignes de communication avec votre arrière se fragilisent, et plus la motivation de vos soldats à emporter une bataille, plus le sens que ça peut avoir pour eux s'étiole. Clausewitz fonde sa théorie sur l'expérience de Charles XII de Suède et sa volonté de conquête de la Russie. Vous savez ce qu'il en est arrivé. Notre cher ami Napoléon a vécu la même aventure. Et puis Hitler a ça d'intéressant qui nous ressemble totalement. En ce sens que lui pensait que la force mécanique, eh bien, rendait caduque la théorie de Clausewitz, et que la force mécanique annihilait l'espace. Et donc, qu'en ce sens-là, il n'y avait pas de supériorité de la stratégie défensive sur la stratégie offensive. Si vous lisez les tenants de la géo-ingénierie, on est à peu près dans le même ordre d'idées. Alors, pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas gagner la guerre contre la nature. Eh bien, la première, c'est son caractère systémique. Le caractère systémique fait que on n'a pas qu'une causalité ascendante et analytique, on a le système qui exerce une influence sur ces parties, qui va soit permettre une expression plus forte, soit au contraire contrecarrer l'expression de certaines de ces parties. Du coup, eh bien effectivement, les mêmes causes ne sont pas toujours suivies des mêmes effets. On a les fameux tipping points, les fameux effets de seuil. Et donc, eh bien, quand on veut naviguer sur le système Terre, on est un peu comme un marin qui posséderait des cartes partielles
et qui aurait un gouvernail qui ne serait pas, enfin, qui n'aurait pas l'efficacité voulue. C'est-à-dire que de temps en temps, même si on met un coup de barre à bâbord, on peut aller à tribord. Et donc, la maîtrise de la nature au long cours, ne serait-ce que pour son caractère systémique, c'est quelque chose d'assez aventureux. À cela, on ajoute que, mais ça va avec le premier aspect, c'est-à-dire que par définition, on n'a pas d'action globale. On peut intervenir que localement, en pensant que c'est un levier local qui aura un effet global, avec toutes les incertitudes attachées aux questions systémiques dont j'ai parlé. On peut ajouter le paramètre du temps, qui est évidemment fondamental. On agit toujours dans un temps court, et au contraire, on agit sur un système qui, lui, jouit d'un temps long. Et de ce fait, j'aurais tendance à dire que la guerre qu'on mène contre la nature est une guerre perdue d'avance, parce que ses armes et les nôtres ne sont pas les mêmes. À cela, j'ajouterais que même si on imagine qu'on va pouvoir franchir, enfin disons, gagner quelques guerres, je vous renvoie à la projection qu'avait produite le physicien français Gabriel Chardin, qui imaginait, parce qu'en fait, comment dire, l'imaginaire d'une guerre qui est au-delà de la Terre, hein, vous l'avez, alors ça a été repris par Kiriko Kaku, mais c'est un soviétique des années 50-60 qui avait théorisé l'idée de 3 stades de civilisation. Je vous les résume. Un premier stade, eh bien l'humanité va manger toutes les ressources de la Terre jusqu'à son noyau. C'est les métaux du noyau, l'énergie du noyau. Une fois qu'on est arrivé là, ça c'est le stade 1 de civilisation, donc vous imaginez déjà ce qu'on entend par civilisation, ça commence bien. Stade 2 de civilisation, c'est-à-dire qu'on mange le système solaire. Et stade 3 de civilisation, on mange la galaxie. Donc en fait, dans cette vision des choses, l'humanité est une espèce de chancre universel qui est là pour détruire l'ensemble du système. Donc quand je vous parlais de guerre, quand même, on voit que dans un certain imaginaire, on est de cet ordre-là. Alors, Gabriel Chardin s'est amusé à essayer de contrer ça en imaginant une horde humanoïde sur une planète analogue à la nôtre, dans une galaxie analogue à la nôtre. Donc, vous voyez, on se donne beaucoup de possibilités. Et là, il calcule que cette horde, si on l'affecte d'un taux de croissance tous azimuts de 2% par an, c'est énorme. Je vous rappelle que la croissance économique, jusque dans les années 1870, pour l'Europe et les États-Unis, dans l'histoire, c'est 0,6 centième. Qu'on a connu un taux de 2% de 1870 jusqu'en 1920 pour les États-Unis. Pour l'Europe, on dépasse ce taux-là après-guerre. Donc, imaginons cette petite horde affectée de ce taux de croissance. En 5 à 6 siècles, d'après son calcul, voilà, elle a mangé toute la planète, y compris le noyau. Mais attendez, en 5 à 6 000 ans, la même petite horde initiale a détruit l'univers et toutes ses ressources dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. Ça, c'est la magie des exponentielles. Donc, c'est complètement absurde et de toute façon, la fin est inscrite dès le début, quand bien même l'univers serait infini. Mais à mon avis, d'ailleurs la fin, on risque peut-être de la vivre un peu par anticipation. Donc voilà, une guerre contre la nature n'a pas de sens. Alors on le voit bien avec tous les projets de géo-ingénierie. Alors, aller mettre des miroirs entre le soleil et la terre pour réduire l'énergie, il faut déjà y aller. Hein. Mais ensuite, il faudrait que les miroirs tiennent le coup. Ça va être quand même assez difficile, d'autant qu'ils devraient être assez gros. Hein. Alors, bon, laissons tomber, si vous voulez, les projets les plus fous, mais pensons à ce qui, malheureusement, serait tout à fait praticable. Hein, et ce qu'avait pas préconisé au premier degré Crutzen, mais disons un peu dans une espèce de panique anticipée, c'est-à-dire le fait d'aller mettre des aérosols avec des avions dans la haute atmosphère. Alors ça marcherait probablement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait peut-être une réduction de la température, mais ça ne ferait jamais qu'ajouter un problème à un autre. Et comme vous savez, la grosse difficulté attachée au changement climatique en cours, c'est son accélération. Et donc là, imaginez que tous les avions de la Terre soient gérés par Sudrail, je vous dis pas
ce qui pourrait se passer en cas de grève. Hein, on aurait un réchauffement assez soudain. Il faudrait que la grève se perpétue un certain temps quand même. Hein, mais au bout de quelques années, on aurait un réchauffement mortel, en fait. Et puis, comme vous le savez, ça perturberait la mousson, ça perturberait la chose. Puis en fait, on ne sait pas tout ce que ça pourrait perturber. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution de gribouille. C'est-à-dire qu'on a un énorme problème, ça c'est le cas. Mais alors, on a l'intelligence d'en rajouter un autre. En plus, si on faisait ça, on émettrait encore plus. Le problème de l'acidification des océans, je vous dis pas, etc. C'est franchement une solution relativement zinzin. Ok, donc deuxième manière de voir les choses, la guerre de l'humanité contre la nature, laissez ça aux transhumanistes, hein, mais c'est pas une chose très... Enfin, dans l'issue, semble-t-il, ça ne peut pas être très très heureux et se traduire en termes de victoire. Puis on voit pas d'ailleurs de quelle victoire il pourrait s'agir. Hein, si on a transformé la Terre en un monde complètement minéral. Alors vous savez qu'il y a des gens qui sont très intelligents qui vous disent, puisque on a transformé la Terre en un monde minéral, allons sur Mars, puisque c'est déjà minéral. Alors j'espère que vous appréciez la force du raisonnement. Alors, troisième posture, ce que je vous raconte est en train de se réaliser. On commence à vivre des pénuries d'énergie. Je vous rappelle que tout le monde se fait gausser du pic pétrolier, c'est une bêtise totale. En termes de pétrole conventionnel, oui, on est toujours en gros à 75 millions de barils jour sur à peu près 100 millions qu'on fonctionne. Le manque à gagner étant comblé par du non conventionnel, qui n'a ni la même courbe d'extraction, ni la même profondeur temporelle en termes de possibilités d'exploitation, etc. Donc un jour, ça va retomber, quoi. Bon, et puis si ça retombe, c'est avec un taux de déplétion qui se situe entre 6 et 7%. C'est encore mieux que ce que demande le GIEC dans son rapport SR15 sur les 1,5 degrés. Ça serait relativement déstabilisant pour les sociétés humaines. À ça, vous pouvez ajouter que, même si vous y croyez pas, vous avez quand même un problème énergétique global parce que on a un taux de retour moyen sur investissement énergétique qui, à l'échelle de l'humanité, diminue. Les conventionnels, autrefois, j'investissais un baril, j'en retirais 100. Aujourd'hui, j'en retire entre 15 et 20, probablement plus près de 15 que de 20. Les chiffres vieillissent très vite. Une société comme la nôtre, c'est très difficile à calculer. Il y a des chiffres différents dans la littérature internationale, mais bon, disons grosso modo que sous un taux, un rapport de 1 à 10, une société aussi complexe qui convertit en cascade l'énergie risque d'avoir quelques problèmes. Les métaux, vous savez ce qu'il en est, c'est inséparable de la question énergétique. On va avoir, on risque dans beaucoup de régions d'être en manque d'eau, on va avoir du mal à se nourrir et on va crever de chaud. Alors si avec ça vous voulez faire la guerre, je vous la laisse faire tout seul, mais moi franchement je préfère rester chez moi. Je pense qu'il y a un certain délire, si vous voulez, dans les... je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conflit, mais en tout cas, si les données que nous avons sont fondées, il n'y a pas de raison de croire qu'elles ne le sont pas, en tout cas, seule une guerre très rapide serait envisageable. Parce que si vous voulez imaginer quelque chose qui consomme plus en matériaux, en énergie qu'une guerre, vous ne trouverez pas. Or, c'est précisément les deux choses qui vont nous faire le plus défaut. Alors, effectivement, on peut retourner à des moyens de guerre plus rudimentaires. L'humanité a su donner, elle saurait peut-être donner. Mais voilà, moi je m'interroge, si vous voulez, sur... on pourrait donner l'exemple de l'offensive des Ardennes, qui s'est arrêtée, manque de pétrole. Bon, du côté des Allemands. Et donc, les difficultés qui sont les nôtres pourraient, si on allait trop loin, encore une fois, on n'y est pas, mais disons, le pas de temps avant que les fenêtres ultimes ne se referment n'est que d'une dizaine d'années. Donc, vu l'intelligence dont on a fait preuve jusque-là, on peut imaginer qu'elle ne croisse pas dans les 10 années qui viennent et que le résultat soit tout à fait fâcheux. Auquel cas, j'ai des doutes profonds sur cette espèce d'avenir hyper guerrier qu'on nous promet. Je pense qu'il y aura d'autres raisons pour mobiliser nos énergies que, exclusivement en tout cas, de faire la guerre. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Dominique Bourg. Donc, je vais donner la parole directement à la salle avant la deuxième intervention pour échanger avec Monsieur Bourg par rapport à son intervention. Allez-y, je vous en prie, si vous avez des questions ou des commentaires. Ah, je vois une question. Une minute. C'est plutôt pas une question, juste un petit essai de discuter un peu. Vous croyez que c'est le manque d'énergie ou ce qu'on a plus d'énergie, soit morale, soit énergie dans le sens propre de Physique. mots, voilà, qu'on fait plus la guerre. Est-ce que c'est pas la guerre, c'est le résultat à la recherche d'énergie? Presque toujours, il y a le conflit, c'est le résultat des plaisirs conflits. C'est-à-dire, je parle de conflits armés, il y a le conflit social, économique, etc., etc. Ça réalise, le résultat, ça sera un conflit armé. Donc, là, maintenant, la théorie qui les gens disent qu'on n'a plus d'énergie, donc on ne fait plus la guerre, à mon avis, on va se tuer pour avoir cette énergie. S'il y a un pot de pétrole, un pot d'eau, un pot de nourriture, tout le monde va se battre pour avoir cette petite quantité. Donc, Oui, alors, je comprends très bien le raisonnement, mais c'est un peu aussi comme Max Weber qui disait que finalement, l'esprit de consommation est tellement ancré en nous que on utilisera jusqu'au dernier, à l'époque il parlait non pas de baril, hein, mais de quintal. Ok, mais pour retirer le dernier quintal, vous aurez besoin d'une dizaine de quintaux. Et donc, c'est toute la difficulté. Si vous voulez, encore une fois, les hommes, l'énergie est constante dans l'univers. On ne produit pas d'énergie, nous autres. On sait la capter, on sait la transformer, on sait la transporter. Chacune de ces opérations exige de l'énergie. Et pour la capter, transformer, transporter, on a besoin d'infrastructures qui exigent des matériaux et donc à nouveau de l'énergie. Et c'est pourquoi je dis, si vous voulez, que, en tout cas, des conflits comme nous les avons connus, et compte tenu, si vous voulez, de la mobilisation énergétique qu'exige une guerre, en tout cas, ce type de conflit-là, je ne dis pas qu'ils ne se déclareront pas, mais ils risquent d'être relativement limités. Parce que si vraiment on commence à se battre parce qu'on connaît une véritable pénurie dans le domaine, eh bien, le raisonnement de Jean-Luc va fonctionner. Et l'énergie qui sera utilisée à la guerre sera une énergie qui fera défaut à toute espèce de reconstruction. Ce qui est aussi un aspect extrêmement important dans cette affaire. Donc effectivement, de manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va probablement, je dis bien probablement vivre des types d'épreuves auxquelles aucune génération avant nous n'a été confrontée. Et un type d'épreuve auquel on n'est absolument pas préparé. Tout l'imaginaire ambiant, alors, écoutez, les transhumanistes, il n'y a pas de problème, on va aller sur Mars, machin, on va aller exploiter les astéroïdes. En fait, c'est un peu comme dans Star Wars, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie à l'infini, mais on ne voit jamais d'où elle vient. Et j'ai bien peur que le contraste entre les deux soit relativement violent. Alors maintenant, effectivement, on ne va pas se retrouver du jour au lendemain, même en cas où finalement on atteindrait une espèce de héros illimite. Effectivement, ça va être très variable avec des poches variables. Mais ça ne permet pas d'imaginer un conflit relativement long parce qu'il est contradictoire avec la situation qui, dans ces conditions-là, devrait nous échoir. Voilà. Mais bon, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui mérite d'être considérée. par exemple, on entend qu'il y a une partie de la Terre qui va disparaître avec l'augmentée de l'eau de mer. Je parle de plusieurs îles, surtout en Asie. Donc là, on parle à peu près de demi-milliard d'habitants qui vont se déplacer probablement vers l'Europe.
Donc ça va encore une raison de conflit et non fini, on va dire. Absolument. D'où d'ailleurs la stupidité des populistes. C'est-à-dire que s'ils continuent à l'emporter dans les urnes, eh bien, moi c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est-à-dire de nous empêcher d'agir pendant la dernière fenêtre d'action qui nous reste. Alors je dis bien la dernière qui nous reste, c'est en forçant un peu. C'est-à-dire que si on veut pas trop s'éloigner des 2 degrés, il faudrait effectivement que dans la décennie 2020 à 2030, on commence à réduire très sérieusement nos émissions. La difficulté, c'est que, et là je me fonde sur l'étude de Rockström, Stephen, etc., qui était parue en juillet, pas de cette année, mais juillet de l'an dernier, ou non, je crois même c'est peut-être même juillet de cette année, comment dire, soumet l'hypothèse suivante, c'est-à-dire d'un certain nombre de rétroactions positives qui pourraient faire que la trajectoire terrestre s'oriente vers une planète chaude, une planète étuve, entre 5, 6 degrés. À partir du moment où on aurait atteint une température moyenne située entre 2 et 3, sans que nos émissions augmentent, mais pour des raisons d'emballement et de rétroaction positive. Voilà. Donc si on prend ce scénario, ce qui est pas, c'est évidemment pas certain, c'est une hypothèse, mais donc effectivement, raison de plus d'essayer de faire ce qu'on a à faire dans la décennie qui arrive immédiatement. Mais bon, si on est dans ces situations très très difficiles, même autrement, si vous voulez, on va être plongé dans une situation, encore une fois, à laquelle on n'a jamais été confronté. Et pour ma part, on va, si vous voulez, c'est quelque chose qui va sans doute mettre en forme différents aspects de nos esprits et de nos comportements, qui va avoir un impact extrêmement puissant. Et je me méfie quant à la possibilité d'essayer d'anticiper des comportements qui, eux, étaient liés à des situations très très différentes. Je prends simplement historiquement, en Europe, les guerres de religion ont profondément affecté l'Europe. Avant les guerres de religion, l'idée que au sein des sociétés, il existe des finalités transcendantes, qui étaient liées au salut d'ailleurs en fait, qui étaient liées à des raisons religieuses, ça vole en éclats après les guerres de religion. Pour la philosophie du contrat, la seule finalité possible au sein d'une société est une finalité en creux, à savoir l'accumulation des moyens. Et la légitimation de l'État, c'est qu'il va permettre à chacun de jouir de l'accumulation qu'il aura pu produire. Donc on est là avec 2 mondes mentaux qui sont complètement différents. C'est une espèce de basculement énorme. Je vois pas en quoi on va pas basculer sans doute de manière beaucoup plus profonde encore avec les choses qui peuvent nous arriver si, encore une fois, on est si vous voulez, on est dans un premier temps dans une différence de degré. Et puis, au bout d'un moment, on bascule. Il y a un seuil qui est franchi. Et là, on arrive vers cette histoire de planète chaude avec, selon toutes les apparences, une population humaine qui deviendrait résiduelle. C'est très difficile à chiffrer, mais par rapport à la population attendue de 10 milliards, ça serait vraiment résiduel. Merci. Ben avant moi. C'est gentil, merci. Oui, alors moi je cherche juste, Dominique Bourg, à cerner la cohérence de votre propos. Parce que je trouve ça un peu contradictoire. Vous dites qu'il y a une défaite, au fond, du mouvement écologiste, et à la fois, ce que vous dites après sur l'impossibilité pour des militaires de pouvoir mobiliser en vue d'un conflit en raison de l'épuisement des ressources, pour faire vite, au fond, ça serait une victoire des écologistes. Je trouve. Ouais, je penserais bien passer. Mais
C'est là qu'est la cohérence, si vous voulez. C'est qu'effectivement, franchement, on s'en passerait bien quand même. C'est-à-dire que si on en arrive là, c'est qu'on arrive quand même dans un état de dégradation hyper prononcé. Le sens du combat écologique, c'était de réduire au moins le niveau de dégradation. Là, on aurait atteint un niveau de dégradation gigantesque quand même. Mais vous êtes alors assez bienveillant à l'égard des forces armées. Oh, je pense pas, non. Puisqu'elles-mêmes s'auto-limiteraient dans leur capacité destructive en se disant, bon, on va quand même pas pouvoir pomper suffisamment. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non, je dirais qu'elles se retrouveraient exactement dans l'état des forces allemandes au moment de la bataille des Ardennes. C'est-à-dire qu'ils lancent une immense offensive et les chars sont bloqués sur place parce qu'il n'y a plus de pétrole. Bon, bah je passe la parole à J'exagère à peine. Oui, moi j'ai une question, mais j'ai aussi une remarque. J'ai moi aussi un doute sur cet aspect. Je pense que les armes de la destruction et d'une guerre immense existent déjà depuis... Ah oui, les armes nucléaires, alors. Les armes nucléaires, notamment. Et ce dont on ne parle très peu dans les médias, y compris chez les experts, etc., ce sont les nouvelles armes de l'hypervélocité, etc., etc. Je pense qu'il faut mesurer ce que ça signifie. Donc, dans les trajectoires du futur, il faut aussi mesurer ce qui va se passer de ce point de vue-là. Mais ma question n'a pas à voir avec ça. Ça, c'est un domaine de réflexion particulier. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur les modes de pensée et d'action qui structurent les stratégies et les politiques mises en œuvre pour expliquer le fait qu'on arrive aux impasses aujourd'hui. J'en vois deux. J'essaye d'être marxiste, je pense que la recherche du profit est un élément fondamental. Mais il y en a un autre, dont on parle très peu, à mon avis, qui est pourtant fondamental, en particulier dans les périodes les plus récentes, c'est celui de la puissance. C'est-à-dire l'affirmation et la recherche de la puissance qui forment un couple avec, en permanence, l'exercice de la force. Je pense que ça accompagne toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre, et pas seulement sur le plan militaire, depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis plusieurs siècles d'ailleurs, et c'est aussi un élément fondamental qui nous a mené à l'impasse dont vous nous dites qu'on en a au fond pour un certain nombre d'années, peut-être 10 ans, peut-être un peu plus, on verra, mais vous voyez le sens de ma question. Merci. Oui, alors... déjà, pour revenir, si vous voulez, sur effectivement les armes nucléaires, imaginez que la Chine ou l'Inde, sachant le devenir inhabitable de leur territoire, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas utiliser des armes nucléaires balistiques pour rendre le territoire européen et américain inhabitable. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au dessin de la dissuasion, enfin, par rapport à certains aspects de l'usage nucléaire, je dirais que, en fait, d'une certaine manière, et c'était la thèse d'Ancionas, on a fini par la consommation civile à atteindre des dégradations du système Terre, qui, je dis bien, par certains côtés, enfin, offre une certaine forme d'analogie à ce qui aurait pu arriver en cas de conflit nucléaire. Si effectivement on a une aire extrêmement vaste qui devient inhabitable pour les raisons climatiques que j'indiquais tout à l'heure, vous imaginez bien que les gouvernements dont le territoire est celui-là vont pas eux-mêmes rendre encore inhabitable d'autres parties de la Terre. Ce qui fait que la donne nucléaire, je dirais qu'elle se pose un peu différemment du fait de ce qui nous échoue. Alors maintenant, moi je pense, je suis très réservé, non pas sur l'importance du profit, non pas sur l'importance de l'accumulation primitive, si vous voulez, du capital, mais je pense qu'il y a des raisons plus profondes et plus fondamentales qui ont rendu ça possible. Pour moi, il y a vraiment une modification dans notre ontologie qui fait qu'on ne voit plus du tout les choses de la même manière, qui va rendre possible ensuite, après, derrière,
l'accumulation du capital et une logique, si vous voulez, capitaliste. De même, moi j'ai été fortement frappé par ça, j'ai vu ça dans le livre de Pomerantz sur la grande divergence, que partout sur Terre, sans qu'il y ait de communication, au XVIe siècle, le sens de la richesse change. Être riche, ça devient de moins en moins posséder autrui, sous forme d'esclavage, et de plus en plus posséder des objets. Donc il y a un rapport à l'objet qui est beaucoup plus ontologique, qui précède un schéma de type marxiste. Donc voilà des raisons, si vous voulez, pour lesquelles je suis un peu circonspect et je ne vous suivrai pas sur tous les plans. Mais j'insisterai sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que effectivement, les risques que nous encourons aujourd'hui, par leur ressemblance, par certains côtés, avec ce qui aurait pu découler d'un conflit nucléaire, changent la donne nucléaire. Voilà. Mais c'est peut-être complètement idiot, mais c'est une hypothèse que j'émets comme ça. J'ai le micro, excusez-moi. En 1972, l'ONU avait déjà mis en place un plan sur l'environnement. En 92, Rio, le sommet de Rio. 2015, l'accord, le COP 21, COP 21, oui. Tous les 2 ans. Donc l'humanité est consciente qu'il y a un risque majeur, des menaces existentielles. La question, c'est l'inertie, le syndrome du Titanic. On sait que nous sommes mortels. On sait que la planète est mortelle, on sait que les armes nucléaires peuvent être déclenchées par un hiker, par un accident nucléaire, un incident. Toutes les probabilités sont là. L'horloge nucléaire de Los Alamos dit que nous sommes à 2 minutes de l'apocalypse. Ouais. Nous sommes conscients. Et pourtant, l'humanité est statique. Donc je pense qu'on n'a plus le choix, il faut ramer tous ensemble dans la galère si on veut survivre. Alors, il faut une politique. Puisque c'est l'homme qui crée le problème, c'est à l'homme de résoudre le problème. La politique, c'est la prévention globale des conflits. La prévention des conflits, c'est déjà lister quels sont les risques majeurs pour que des conflits d'environnement entraînent des nations à se faire la guerre. Donc, il faut que l'ONU ou une des instances pan-étatiques, comme il fut un temps, l'OSCE avait la capacité en Europe de faire une prévention des conflits, très en amont. Il faut reprendre cela et dire que s'il y a une issue improbable, autant quand même la construire par un outil, la boîte à outils, donc humaine, c'est-à-dire prévenons les conflits et très en amont, gérons par la médiation environnementale tout ce qui peut éviter l'enclenchement d'un conflit plutôt que d'arriver au conflit qui coûte encore plus cher dans la résolution post-conflit. Mais ça, on est complètement d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Si vous voulez, et c'est pour ça que je suis inquiet de la montée en puissance des populistes. Parce que de toute façon, en matière d'environnement, on n'échappe pas à une forme de régulation globale. C'est fini. On est donc, de ce fait-là, condamné à nous entendre à une échelle internationale. Mais maintenant, au moment où on aurait le plus besoin de s'entendre internationalement, on voit arriver au pouvoir des gens à l'esprit quand même relativement étroit et à la psychologie assez sommaire. Trump, c'est assez effrayant. Bolsonaro, c'est pas beaucoup mieux. Et en même temps, on a une fragilisation des opinions par d'une part la fragmentation du paysage, c'est-à-dire que les sources d'information se sont multipliées, beaucoup de gens s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de plat commun de l'information. Et puis, alors là, je suis obsédé par cet exemple, mais depuis que j'ai appris ça, j'arrive pas à m'en remettre. J'ai appris qu'il y avait sur Google et YouTube 6 millions de vidéos pro-platistes. Pro-platistes. C'est-à-dire non mais vous imaginez bien, c'est pas une plaisanterie, 6 millions de vidéos qui incitent les gens à penser que la Terre est plate. Il faut quand même le faire, Il faut quand même le faire. Et donc, puis il y a d'autres phénomènes de ce genre-là. Je prends le plus spectaculaire et le plus idiot, mais il y en a d'autres. Et donc, on voit bien d'ailleurs, par exemple, sur le plan des élections européennes, on va voir la même chose aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu une des candidates démocrates qui veut faire une espèce de Green New Deal.
les forces politiques qui montent en Europe, souvent c'est d'un côté les écolos et de l'autre les populistes. Et donc on voit une espèce de... Et les États-Unis, c'est quand même en partie ça quand même. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes républicain américain, vous êtes ipso facto climato-sceptique. Et de manière générale, c'est ceux qui ne veulent rien entendre, qui veulent conserver leur mode de vie, et en face, ceux qui acceptent maintenant qu'ils vont devoir changer. Donc on a ce conflit-là, et on l'entame à un moment où il faudrait aller vite, et on devrait se changer à un moment donné où, précisément parce que le problème devient important, vous avez une partie de la population qui se raidit et qui ne veut rien entendre. Donc voilà, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas du tout ce que tout cela va donner, mais disons, voilà, on rentre dans une période extrêmement délicate où on a une fenêtre d'action étroite. C'est pas moi qui le dis, hein, pour l'histoire de pas exploser les 2 degrés, c'est le GIEC, aussi bien le rapport 5 que le rapport SR15 là, récent. Et donc on arrive à l'approche de cette fenêtre ultime dans des conditions qui ne sont quand même pas optimales. Même si en même temps, on le voit bien, on a un seuil de mobilisation pour le climat qui a été franchi ces derniers mois, c'est spectaculaire. Moi, je vais vous donner cet exemple parce que, vivant dans ce pays, je dois dire que j'avais jamais vu ça. Mais il y a 3 semaines à Lausanne, la première manifestation de gymnasiens, comme on dit là-bas, des lycéens, si vous voulez, c'était 8000 personnes, 8000 lycéens gymnasiens dans les rues de Lausanne. Ça fait 12-13 ans que j'habite à Lausanne. J'ai dû voir une manifestation en 12-13 ans, et ils étaient 3-4 sur la place Saint-François. Là, c'est 8000. Je vous assure que pour la Suisse, franchement, ça fait péter toutes les horloges. C'est énorme. Et on voit bien, ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc voilà, j'en sais pas plus. Il y a une partie pour nourrir un véritable espoir. Et les conditions dans lesquelles on va devoir se battre, c'est vrai, sont pas très favorables. Parce que ce que vous dites est absolument juste. Si on ne sait pas faire ça, c'est mal parti. Bonjour. Merci Dominique Bourg. Je voudrais revenir parce que sur votre constat primitif dans votre intervention, vous nous dites voilà la défaite fait partie presque de l'essence du mouvement écologique, c'est-à-dire qu'il est inscrit depuis le début et il y a sûrement des raisons tout à fait essentielles à cette défaite-là qui se répètent infiniment. Et vous continuez donc finalement on est parti pour enchaîner les défaites et continuer à être défait. Donc, le seul scénario dans lequel on est confronté, c'est celui d'une planète étuve vers laquelle on se dirigerait. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation finalement politique où il y a seulement 2 possibilités. Soit la réaction par déni, c'est le climato-sceptisme en général, qui est en fait la réaction psychologiquement la seule qui est saine, en fait, puisque on est au moins psychologiquement protégé. Et l'autre que vous nous proposez, en fait, c'est simplement l'angoisse. Non. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que vous nous dites que la défaite est ancrée dans l'action politique. Donc. Non, mais merci de votre intervention, parce qu'elle me permet de nuancer, si vous voulez, sur 2 points, mais 2 points très importants. C'est pas une question d'essence, et j'ai pas pu tout développer. Moi, je pense qu'au contraire, il y a un paradigme émergent aujourd'hui qui est très différent de ce paradigme mécaniste. Et on en voit partout des manifestations. J'ai pas le temps de développer là. Donc, c'est pas une question d'essence, c'est une question d'histoire. Et effectivement, on est quand même un peu enfermé dans un système. Là, j'ai eu un échange avec deux économistes là sur les propositions de Pierre Larouturou et de Jean Jouzel, que moi je soutiens plutôt, mais les critiques de l'économiste en question étaient vraiment très intéressantes. C'est-à-dire que tout notre système économique, qui consiste, si vous voulez, à créer de la monnaie pour qu'il y ait de la croissance. S'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de système de retraite, il n'y a plus rien ne fonctionne. Et cette croissance, on la crée en s'endettant, en quelque sorte, par rapport au capital naturel. Donc, il y a quelque chose de systémique qui est pas facile à contrer. On est bien d'accord. Mais je parle pas d'essence.
À la fois, il y a un système économique contre le système Terre. Évidemment, le système Terre est le plus fort, mais le système économique nous empêche, pour le moment, d'agir. Il y a ça. Il y a c'est pas une essence, c'est au contraire une façon de se rapporter aux données qui a été marquée historiquement, qui a permis ça, mais pour ma part, je pense, j'ai pas le temps de la développer là, mais qu'elle est en train vraiment de se fragiliser. Et par ailleurs, je vous ai pas dit qu'on allait aller nécessairement vers une planète étuve, c'est le cauchemar. Je vous ai simplement dit qu'on a un risque important et que il est vital pour éviter ce risque d'arriver à une action efficace dans les 10 années qui viennent. Mais je dis, on y rentre dans une situation difficile, mais en même temps, on voit bien que vous n'avez pas que le déni et le fatalisme. Vous avez le déni, mais vous avez un début de vraiment forte mobilisation. Et je pense que ça va croître. Moi, ça fait deux décennies au moins que je raconte que tant que les problèmes environnementaux globaux, notamment climatiques, ne seront pas accessibles à nos sens, on se mobilisera peu. Et on a, disons, selon un rythme et une échelle lent et basse. Alors je pense que c'est en train de changer, mais que, évidemment, c'est pas gagné d'avance, parce que le combat va être très très difficile, mais je n'ai pas rendu les armes encore. Là, je vous rassure, pas du tout. J'ai bien l'intention de me battre. Et donc non, pour moi, il y a autre chose que le déni, il y a une vraie combativité, et on a encore des marges d'action. Et ces marges d'action, il faut tout faire pour qu'on essaie de les prendre. Mais en même temps, on ne peut pas le dire tout en minorant la difficulté. Voilà, je donne la difficulté générale, mais non, il ne s'agit pas de baisser les bras, pas du tout. Donc, on a le temps pour une ou deux dernières questions. Merci. J'ai une question. Je vous trouve assez élitaire. Vous m'entendez pas ? Oui, assez élitaire, c'est ça que vous avez dit. Dans votre façon d'appréhender les choses, vous citez beaucoup de grandes institutions, des grands personnages comme John Muir, aussi élitaire dans la façon finalement politique de voir ça et tous ces populismes qui naissent de mécontentements sociaux aussi, liés aussi à ce problème environnemental, je pense, enfin cette espèce de dislocation sociale générale. Voilà, qu'est-ce que vous faites comment est-ce que vous pourriez intégrer à tout ça l'en-bas, les petites gens qui essayent, qui auraient présenté autre chose, parce que le modèle que vous présentez, la solution que vous présentez, vient toujours de l'en haut. Or, elle faillit. Elle faillit, les institutions dont vous parlez ont failli, les ministres dont vous parlez faillissent. Voilà, j'aimerais savoir si pour vous, s'il n'y a pas d'autres voies que celles qu'on nous propose qui faillit. D'accord. Alors déjà, je vous rassure, il n'y a pas de petites gens pour moi. On est tous petits, et puis de temps en temps, il y a des domaines où on se débrouille mieux, des domaines où on se débrouille moins bien. Il n'y a pas de petites gens. En revanche, au contraire, et ça je l'ai dit, si je parle de mobilisation, c'est bien que j'entends que ça parte d'en bas et pas exclusivement d'en haut. Et que une des rares choses qui soit rassurante aujourd'hui, c'est justement la créativité sur les territoires. Et en général, c'est plutôt des petits collectifs de gens qui font preuve d'une inventivité extrême en parvenant à la fois à changer leur mode de vie et des modes de production. Et alors, la France est un pays plutôt bien représenté là-dessus, mieux que la Suisse, où en gros, si vous voulez, on est encore bien ancré dans l'ancien système, plus peut-être qu'ici. Mais non, je pense pas. Simplement, je n'inverse pas le raisonnement. C'est-à-dire que pour qu'on change d'échelle, on a quand même besoin de passer par les leviers politiques. Et c'est pas du tout contradictoire, parce que, en fait, si vous voulez, les difficultés environnementales, c'est pas des difficultés comme celles qu'on a connues avant. Et d'ailleurs, le militant environnemental n'est pas un militant marxiste, qui pouvait être le pire des machos, où il se disait, le jour où on va changer l'appropriation des moyens de production, je vais devenir quelqu'un de sympa. Bon, en écologie, ça marche pas.
si vous croyez vraiment, il faut... Alors ça peut être très chiant, je vous dis tout de suite, hein, mais il faut vraiment changer beaucoup de choses. Et il faut changer vraiment son mode de vie, on est obligé de le faire, sinon on n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on raconte. Donc, au contraire, moi j'appelle de mes voeux un citoyen réflexif. Un citoyen qui dit, ben voilà ce que je fais là, 8 milliards le font. Un citoyen qui a le désir d'acquérir de l'information. Il existe ce citoyen, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Et je ne crois pas du tout à un système autoritaire en matière d'écologie, ça ne peut pas marcher. Si on doit tous changer nos niveaux de vie, ça suppose deux choses. Premièrement, on n'y arrivera jamais si vous ne resserrez pas les inégalités de revenus. Ah oui, mais ça ne marchera pas. Impossible. Ensuite, ça ne marche pas si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous devez faire, si vous n'avez pas compris les raisons pour lesquelles vous devez le faire. C'est pour ça que c'est exigeant, l'écologie. Au contraire, c'est pas un truc qu'on peut faire d'en haut. Alors ça, je suis sûr que ça ne marchera jamais. Si vous n'avez pas, à la base, au moins une très forte minorité de gens convaincus, on n'arrivera à rien. Alors ça, moi, j'en suis persuadé. Donc, non, peut-être je me suis mal exprimé, mais en tout cas, non. Pour moi, autant j'ai besoin de passer par la régulation, autant j'ai besoin de passer par la coordination internationale, autant j'ai besoin d'États nationaux, mais si j'ai pas une certaine forme de qualité de citoyen et des revenus qui se sont resserrés, ça passe pas. Ça, j'y crois pas du tout. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bourg.